Bon, en bref, en 5 minutes, vraiment très rapidement, le Sénat vient de voter une proposition de loi qui vise à interdire l'écriture inclusive. Voilà, bon, c'est complètement débile, on va en parler 5 minutes. Vous savez que moi je suis plutôt un défenseur de l'écriture inclusive. Si jamais vous voulez comprendre, vraiment, réellement comprendre ce que c'est que l'écriture inclusive, je vous oriente vers des personnes qui ont vraiment travaillé là-dessus, soit sur les travaux d'Aurore Evin, soit sur les travaux d'Eliane Viennot par exemple, pour essayer d'élever un tout petit peu le débat, parce que c'est un petit peu navrant ce qu'on peut lire là en ce moment. Bon voilà, l'écriture inclusive qui serait en passe d'être interdite. Alors je sais pas si vous avez appris ça, mais ça avait fait un petit peu les choux gras de la presse conservatrice. Il y a une université à Paris qui avait fait passer un examen à ses élèves à la fin de l'année dernière, qui était rédigé en écriture inclusive. On en avait parlé un petit peu partout, c'était la grande panique, mon Dieu. Au final, les étudiants s'en sont très bien sortis, hein, écriture inclusive ou pas. Et ce truc-là, bon voilà, finit par faire boule de neige. Aujourd'hui, il faudrait viser à l'interdire. Alors bon, en fait, ça n'a pas de sens de vouloir interdire l'écriture inclusive. Là, le Sénat, il est complètement à côté de la plaque parce que le Sénat utilise l'écriture inclusive. Il utilise des éléments de la grammaire inclusive, simplement qu'il l'ignore. L'objectif de l'écriture inclusive, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on puisse permettre une bonne représentation à la fois des hommes et des femmes, en s'assurant que les hommes ne soient pas simplement dominants partout dans la langue. Qu'on essaye de ne pas utiliser comme prétexte le fait que nous, dans la langue française, on n'a que deux genres, masculin et féminin dans la grammaire, et qu'on utiliserait en quelque sorte le genre masculin comme une sorte de genre neutre. Et l'écriture inclusive dit, en fait, on a plusieurs solutions pour éviter ce genre de choses. Le point médian, oui. Alors le point médian, moi, j'aime pas ça. Le point médian, je n'aime pas ça, je ne l'utilise pas, je n'aime pas le voir écrit. Il y a dans les solutions qui sont alternatives à ça, utilisation d'épicènes par exemple. Je ne sais pas si vous voulez, vous pouvez parler du corps enseignant par exemple, au lieu de parler des enseignants .e.s. Mais vous pouvez aussi utiliser une double flexion. Et ça, le Sénat utilise la double flexion sans le savoir. Vous pouvez dire par exemple les infirmiers et les infirmières. Vous pouvez dire les Français et les Françaises. Il y a un accord de proximité qui existe, qui est plutôt joli, même s'il est très peu utilisé. Les hommes et les femmes sont belles. On va, vous voyez, accorder à la proximité du groupe nominal en fonction de son genre. Mais vous avez l'accord en nombre qui, là, pour le coup, est une utilisation vraiment intéressante de la langue, de la grammaire inclusive. Si vous voulez parler des soignants, c'est quand même plus cohérent de parler des soignantes. Non pas parce que vous voulez invisibiliser les hommes, mais parce que y a beaucoup plus de soignantes que de soignants en France, dans les milieux paramédicaux, chez les infirmières et les aides-soignantes, par exemple. Donc ça peut être intéressant de parler de ce genre de choses. Il y a des professions pour lesquelles on ne se pose pas la question. Vous voyez, les femmes de ménage, ça viendrait vraiment à personne, à l'idée de personne de dire il faudrait dire les hommes et les femmes de ménage. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même dans leur esprit, la plupart du temps, ces personnes-là, une vision très stéréotypée de la société, où les hommes occupent certains types de fonctions, les femmes occupent certains types de fonctions. Et ce truc-là se renverse petit à petit. Et c'est tout à fait normal que la langue évolue et essaye de représenter du coup l'évolution de la société par une langue qui s'adapte finalement à tout ça. Et du coup, quand Emmanuel Macron dit il faudrait pas qu'on arrive vers une créolisation de la langue, que la langue ne devrait pas évoluer au bon vouloir des gens, en fait c'est le principe d'une langue vivante. La langue vivante, elle évolue. Il y a des modifications de la langue qui sont faites absolument en permanence, et puis le temps va conserver certains éléments de langage. Il n'y a qu'à voir le rap qu'on écoutait dans les années 90, utiliser des mots qui ne sont quasiment plus utilisés aujourd'hui. Parce que le temps fait que on va garder certaines expressions et puis on va en oublier d'autres. Plus personne ne dit aujourd'hui ça fait zizir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très rare. Et puis il y a d'autres mots qui apparaissent, qui sont parfois des emprunts de langue étrangère, qui sont parfois des néologismes. Et la grammaire inclusive, c'est la même chose. Il y a des façons dont on va parler, dont on va s'exprimer, qu'on va peut-être garder avec le temps, qu'on ne gardera pas. Mais le langage inclusif, la grammaire inclusive, elle est très riche. Et tout le monde utilise de la grammaire inclusive sans s'en apercevoir. C'est ça ce que je voulais vous dire. Quand Emmanuel Macron dit français-française, c'est du langage inclusif. Vous voyez ce que je veux dire? On cite les Français et les Françaises. Et puis il y a le fameux pronom yel, et puis les nouveaux pronoms. Alors ça, c'est vraiment un truc... typiquement les personnes comme moi, qui ne sont pas du tout concernées par des questionnements sur l'identité de genre, peuvent a priori trouver ça un peu étonnant. Que certaines personnes insistent pour utiliser ces pronoms-là. Et en fait, quand on les utilise, on comprend. Quand on écoute les personnes qui utilisent ces pronoms, on comprend. On comprend pourquoi c'est aussi important pour ces personnes-là. Mais en fait, il est hors de question, et c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre, que d'un seul coup, on ne donne plus jamais un seul genre à aucun nom, et qu'on rend de tout en écrivant yel chien, etc. Parce que c'est un petit peu ça leur panique morale. Ils ont du mal à comprendre qu'en fait ces pronoms-là ils sont utilisés par des personnes qui se questionnent sur l'identité de genre et que ça leur permet de se sentir mieux dans leur peau, de se dire j'ai à ma disposition des mots qui me permettent de me définir plus correctement par rapport à ce que je ressens. Et ils veulent s'opposer à ça et je trouve ça lamentable. Je trouve que c'est de la pure panique morale. C'était en bref, ça a duré 5 minutes. Prenez soin de vous.